Bienvenue à tous et toutes. Nous sommes rejoints par Monsieur Mathias Navarro, qui est cofondateur et CEO de Redman. Mathias Navarro, merci d'être avec nous sur BITV. Bonjour. Euh, Redman a récemment reçu le prix de l'écart d'argent dans la catégorie lieu d'activité pour le 206 Lafayette, qui est une opération de restructuration réalisée dans le 10e arrondissement de Paris, avec la participation des agences Data et Think Tank. Euh, Qu'est-ce qui a distingué, selon vous, ce programme aux yeux du jury? Alors c'est un, programme, extrêmement complexe, et d'ailleurs le jury l'a, félicité avec ces mots qu'on a retenus, qui sont un peu un cadeau pour l'année 2024 pour Redman. Ils nous ont dit que ce projet avait soigné la ville. Donc c'est tout un programme, c'est des mots simples, mais sur un projet très complexe. Donc au 206 rue Lafayette, on a ce qu'on appelle une courée, c'est-à-dire une ruelle, fermée industrielle dans laquelle se trouvaient un certain nombre d'immeubles, de typologies très différentes et qu'on a, complètement restructuré. Donc ce projet, il a été porté, par Redman pour le compte de la financière Saint James, qui a acquis ces bâtiments, avec plusieurs, années de travail et on l'a développé effectivement avec 2 cabinets d'architectes, Data Architect et Think Tank, qui ont fait un travail remarquable et ce qui est vraiment très particulier sur ce sujet, c'est qu'on a différentes typologies d'immeubles, différentes typologies d'activités. On y retrouve du logement social, on y retrouve du bureau, du commerce, de la restauration et on y retrouve de l'ancien en restructuration très, très lourde et du neuf. Et le neuf est réalisé en structure bois massive, parce qu'on est passé, sur une réglementation avant la nouvelle, directive des pompiers. Donc on est sur du bois massif apparent, Mhm. qui se voit depuis la rue d'ailleurs et donc on a vraiment affaire à une opération, hyper urbaine, hyper complexe et qu'effectivement Redman et les équipes de Redman que je félicite de nouveau, ont mené de main de maître, du début à la fin. D'accord. Justement, une opération de régénération, de réhabilitation, de l'existant. Est-ce que cette réhabilitation, aujourd'hui, ça devient, dans une optique, évidemment, on parle souvent de ZAN, mais de rareté foncière au sens large, est-ce que ça s'impose comme la norme pour produire de nouveaux espaces aujourd'hui? Alors c'est marrant parce que le terme, qu'on emploie, produire, c'est vraiment celui sur lequel on se concentre le plus aujourd'hui. On essaie de produire des espaces. Dans cette production, il peut y avoir de la construction et nous, on sait, réaliser un certain nombre d'opérations neuves qu'on réalise encore, mais dans des conditions extrêmement particulières qu'on s'impose. On pourra y revenir, notamment liées au ZAN, et peut-être aussi les conditions dans lesquelles aujourd'hui ces réglementations sont remises en cause. Mais la production d'espace, la production de logement, la production de bureaux passe aussi et on pense surtout par la, réhabilitation d'espaces existants et ça, c'est effectivement un savoir-faire, extrêmement particulier qu'on développe depuis des années et un certain nombre d'exemples, hein, depuis la station F, il y a quelques années maintenant, et au travers d'innombrables opérations de restructuration, on prouve tout le savoir-faire qui est extrêmement précis, tant en termes réglementaires qu'en termes politiques. Il y a des enjeux politiques souvent extrêmement, importants, d'environnement urbain aussi, d'avoisinant. Le 206 Lafayette, est un exemple extrêmement précis, d'opération extrêmement encaissée et en direct, contact avec, les avoisinants. Et donc toute cette technicité, toute cette méthodologie, on la maîtrise extrêmement bien et c'est pour ça qu'on la déploie de plus en plus sur des opérations. D'accord. Et justement, vous parlez de l'expertise de Redman en matière de réhabilitation, de régénération. On avait eu l'occasion, d'ailleurs, si vous vous souvenez, d'en discuter sur le chantier de Black, hein, pour un article paru dans les pages du magazine Businessimo Global, hein, merci encore. Euh, Depuis qu'on s'est parlé, Redman a quand même pas mal développé aussi son expertise, notamment avec l'intégration de Altev au sein du groupe. Justement, qui est arrivé au début de l'année, pardon. Justement, comment est-ce que cette intégration s'est passée? Comment est-ce qu'elle a influencé votre feuille de route cette année? Et puis, ben, évidemment, votre façon de travailler chez Redman? Alors effectivement, on avait communiqué en tout début d'année, ça va faire un an bientôt, on a fait une opération de croissance externe en intégrant, la société Altev au sein du groupe, Radman. Altev existe depuis plusieurs années avec, l'expertise d'opérations de restructuration et de réhabilitation assez, de taille plutôt petite par rapport à la typologie d'opérations qu'on réalisait jusqu'à présent, plutôt de 0 à 3 4 000 m² par immeuble et avec une expertise aussi, sur le sourcing de ce type d'opération
et sur leur réalisation. Et quand je dis leur réalisation, c'est leur réalisation technique, mais aussi leur réalisation juridique, avec des montages un peu particuliers, notamment en vire, dans les immeubles, les ventes d'immeubles rénovés, avec des montages un peu fiscaux, notamment un peu techniques. Et donc, cette expertise qu'on a intégrée depuis bientôt un an au sein de Redman, il a abouti très rapidement, parce qu'on a acquis il y a quelques jours 4 immeubles au plein centre de Paris, qu'on va rénover voilà, au cours de l'année 2025 et 2026 pour les remettre à la vente. Et donc c'est une façon de produire des logements. C'était des immeubles qui étaient vacants pour une immense majorité des surfaces qu'ils développent. Et du coup, ces immeubles vont être mis dans le parc de logements parisien intramuros via ces opérations. Mmh, d'accord, et justement, il y a un terme, pardon, que vous avez utilisé quelques fois déjà, le mot complexité, de produire de la ville, ça semble être de plus en plus complexe. À vous de me confirmer ou pas. On est aussi dans un environnement de marché qui est quand même assez compliqué pour le secteur de la promotion immobilière, en France. Justement, de quoi a besoin, selon vous, la filière pour accélérer les enjeux de régénération urbaine, puis rencontrer complexité croissante des opérations? Peut-être la question aussi, une autre façon de le dire, c'est quel changement de paradigme pourrait être nécessaire justement pour vous accompagner dans cette lutte à la complexité, pour la promotion immobilière? Alors effectivement, il y a beaucoup de complexité. Moi, je verrais 2 points un peu distincts l'un l'autre qui se complètent. Il y a déjà au sein des structures, nous, on n'a jamais eu de produits sur étagère. En fait, on n'est pas un promoteur qui a un certain nombre de produits et qui essaie de les mettre à droite ou à gauche sur un certain nombre de territoires. Et ça, ceux qui effectivement ont un business model sur cette typologie ont aujourd'hui énormément de difficultés parce qu'ils ont moins de facilité à s'adapter finalement aux besoins. Et moi, ma certitude aujourd'hui, c'est que le métier va devoir se rapprocher énormément des besoins réels des gens, besoins réels des territoires, et donc d'être extrêmement adaptable et produire de l'immobilier, construire ou réhabiliter, mais produire de l'immobilier, produire des espaces qui répondent à des besoins. Et donc pour ça, il faut faire du sur-mesure. Et ça, très clairement, c'est ce que nous, on fait depuis des années. On n'a pas fait 2 immeubles identiques. Et c'est déjà une des caractéristiques, en tout cas pour ceux qui vont vouloir se transformer et être encore dans quelques années, c'est pouvoir être totalement adaptable. Et puis, donc ça, c'est de l'interne. Et puis, à l'externe, et ça dépend beaucoup aussi de la réglementation. Et nous, là-dessus, moi, si j'ai un message à passer, c'est que on pâtit un peu, même beaucoup, finalement, d'une frilosité et de recul, d'avancée et de recul sur un certain nombre de réglementations. Et ça, moi, je peux en discuter aussi avec des confrères qui sont plutôt dans un ADN assez proche de celui de Redman, donc c'est-à-dire avec un plaidoyer assez actif sur les sujets de transition notamment. Et c'est vrai qu'on se désespère un peu de voir que les sujets ZAN, les sujets RE et même les sujets SRU, il y a quelques mois, on s'en souvient, Ouais. sont remis en cause. On fait un pas en avant, 3 pas en arrière, on se pose des questions, alors que justement, pour essayer de développer la filière, pour essayer que aussi les industriels puissent suivre, parce qu'ils ont besoin de perspectives sur des années pour pouvoir mettre en place des outils industriels qui seront la condition nécessaire pour faire aussi baisser le coût. On a besoin d'avoir une visibilité. Et le fait de alors on est encore en changement de gouvernement au moment où on se parle, je n'ai pas regardé l'actualité, mais c'est une vraie problématique d'avoir des stop and go en permanence. Et souvent des stops, c'est-à-dire que des boîtes qui, comme nous, avons pris un certain nombre d'engagements, par exemple sur Lausanne, et cetera, se retrouvent dans des situations où, d'un seul coup, on peut imaginer que ça va être la porte ouverte sur ce sujet, et donc se poser énormément de questions. Donc voilà, je pense qu'il y a un sujet interne, de structuration interne, et puis un sujet global de stabilité de la réglementation, quelle qu'elle soit, je dirais. Moi, la plus ambitieuse possible, c'est ce que j'appelle de mes vœux, mais en tout cas une réglementation stable. Oui, d'accord. Puis justement, dans un tel contexte, peut-être la question à vous poser, c'est qu'est-ce qu'on peut attendre de Redmond en 2025? Comment est-ce que vous comptez avancer dans un contexte, on va dire, encore mouvant? En tout cas, comme vous dites, au moment où on se parle, un peu mouvant. Quelle feuille de route est-ce que vous vous donnez pour l'année qui vient? Alors la feuille de route, qu'on se donne, elle ne change pas, par rapport aux années précédentes, parce qu'elle a toujours été d'essayer de se transformer en permanence. D'être en permanence sur un chemin critique qui est celui d'essayer de se rapprocher, des besoins.
et je reviens un peu sur le sujet, parce que c'est vraiment fondamental chez nous, de ne pas développer des produits un peu ex abrupto qui répondent à rien du tout, mais vraiment d'être sur le sujet de comment répondre à des besoins et pour ça, il faut être en permanence en questionnement parce que les besoins changent régulièrement. Aujourd'hui, on a plein de questions et on n'a pas beaucoup de réponses sur le sujet du logement, par exemple. Il y a des besoins qui sont énormes et pourtant les choses ne se vendent pas, plus que ça, ne se produisent pas non plus. Pourquoi? Comment? Pourquoi est-ce que les prix sont aussi élevés que ça? Et pourquoi est-ce que sur un certain nombre de zones où il y a pourtant des demandes, extrêmement importantes, les ventes ne se font pas? Parce qu'on n'est pas sur les bonnes réponses et on a un outil de production qui répond pas à ces besoins et donc nous, on est en permanence et on le sera d'autant plus en 2025 à essayer de se questionner, on a cet avantage d'être assez agile de ce point de vue-là et d'être, extrêmement en recherche de comment changer notre modèle, comment regarder, les nouveaux marchés, d'avoir des nouvelles typologies d'actifs. On fait notre première opération là d'entrepôt industriel en plein centre-ville, quelque chose qu'on n'avait jamais fait, d'entrepôt logistique. C'est quelque chose vu qu'on ne fait pas de ZAN, enfin on fait du ZAN chez nous pardon, on n'a jamais construit en dehors des villes des entrepôts de cette taille-là, mais les opportunités en plein centre-ville sont intéressantes. Voilà, donc on se re-questionne sur les typologies de projets et on arrive à faire des nouveaux projets. Donc c'est ça notre feuille de route 2025, c'est continuer à s'interroger. Mathias Navarro, merci d'avoir été avec nous sur le plateau de BITV. Merci à tous et toutes d'avoir été avec nous et je vous dis à bientôt sur BITV.